Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Ce n'est certainement pas la première fois que vous entendez parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce best-seller, considéré comme un livre sur la finance, pourrait également être un livre de développement personnel car il nous guide à travers une série de réflexions sur l'argent et la manière dont tout au long de notre vie, nous nous y rapportons. Publié pour la première fois en 1997 par Warner Books, Père riche, Père pauvre s'est depuis écoulé à plus de 32 millions d'exemplaires. Il a également été traduit en 51 langues et publié dans 109 pays. Depuis, son auteur, Robert Kiyosaki, est devenu une référence financière dont les prédictions et les opinions continuent d'être entendues. Si vous avez déjà lu d'autres livres, tels que Le Signe Noir de Nassim Nicolas Taleb ou Lean Startup de l'auteur Eric Ries, vous devez absolument découvrir notre résumé. Bien qu'il semble peu nombreux, 6 chapitres, c'est tout ce dont a besoin Robert Kiyosaki pour présenter sa thèse sur l'argent et la richesse. Dans le chapitre 1, l'auteur commence son livre en nous racontant son enfance. Il a fréquenté une école publique où de nombreux enfants riches étaient également inscrits. En fait, Robert se souvient que seul lui et son ami Mike étaient considérés comme pauvres. Il précise bien « étaient considérés » parce qu'avec le temps, il s'est rendu compte qu'il ne manquait pas du tout d'argent. Ils ne vivaient simplement pas avec le confort et les privilèges de leurs camarades de classe. Il raconte par exemple qu'il n'a jamais eu de bicyclette alors que les autres enfants de sa classe avaient les meilleures bicyclettes du marché à l'époque. Fatigués de vivre ce qu'ils considéraient comme des difficultés économiques, Robert et Mike ont décidé de trouver un moyen de sortir de la pauvreté. Pour ce faire, ils ont entrepris de collecter du plomb afin de le fondre et de créer des pièces de monnaie. Lorsque le père de Robert l'a appris, il les a réprimandés parce qu'ils faisaient quelque chose d'illégal. C'est à ce moment-là que nous faisons la connaissance du premier père pauvre de l'histoire. Le père de Robert avait une mentalité plus passive à l'égard d'une éventuelle croissance économique. Le père de Mike, quant à lui, représente plutôt le père riche. Il n'a pas amassé de grandes richesses, mais il était un grand entrepreneur qui construisait progressivement sa chaîne d'hôtels, de magasins et de restaurants. Lorsque Mike et Robert sont venus le voir pour lui présenter leur entreprise pilote, il a reconnu plus chaleureusement leur enthousiasme et leur a proposé un emploi dans son entreprise. Mais rapidement, Robert s'est senti lésé par son maigre salaire. Lassé de cette situation, il a demandé conseil à son père, le père pauvre, qui lui a recommandé de quitter son emploi si le père riche, le père de Mike, n'augmentait pas son salaire. Alors Robert a demandé une augmentation, et c'est là qu'il a obtenu le premier apprentissage du livre. Le père riche lui a répondu qu'il ne le paierait pas davantage, car les pauvres et la classe moyenne travaillent pour gagner de l'argent. Les riches, eux, font en sorte que ce soit l'argent qui travaille pour eux. Lorsqu'il s'est aperçu que Robert avait compris son conseil, il lui a expliqué également qu'il était important pour lui de poursuivre sa formation à l'école, notamment dans le domaine de la finance. Et finalement, il a augmenté son salaire en passant de 10 à 25 centimes. Au chapitre 2, l'histoire se poursuit et fait un grand bond en avant. Robert est maintenant adulte. Son ami Mike a hérité de la fortune de son père, décédé en 1990, et a réussi à améliorer les chiffres et les projections financières de l'entreprise. Robert est aujourd'hui marié, il a 47 ans et il vient de prendre sa retraite. Pour lui, explique-t-il, la retraite ne signifie pas nécessairement arrêter de travailler, mais plutôt avoir la possibilité de le faire. Il a pu prendre cette décision parce que ses revenus et son patrimoine augmentaient même s'il n'était pas productif. Il a atteint l'objectif qu'il s'était fixé, la liberté financière. Avec ce récit, Kiyosaki nous présente sa prochaine leçon, l'importance de la culture financière. Au fil des ans, l'auteur a remarqué que les gens s'intéressent à l'argent mais pas aux finances. Il pense que sans éducation et intelligence financière, notre richesse est destinée à se transformer en dette et en perte. Il se souvient que c'était l'un des enseignements du père riche, qui a toujours insisté sur le fait qu'il était essentiel de connaître la finance et la comptabilité pour éviter les escroqueries, les faillites et la mentalité d'employé. L'exemple le plus clair qu'il nous donne, c'est celui des personnes qui gagnent à la loterie. Combien de cas avons-nous vu de personnes qui, du jour au lendemain, sont devenues millionnaires et pourtant à peine arrivées, leur argent s'est évaporé parce qu'elles ne savaient pas comment le gérer. L'auteur introduit également pour la première fois les concepts d'actifs et de passifs. Les actifs, ce sont toutes les actions qui nous donnent de l'argent, tandis que les passifs, ce sont celles qui nous en retirent. Il met enfin l'accent sur les idées fausses concernant le mariage et ce qu'il implique. Il affirme que 2 salaires signifient effectivement le double du revenu, mais il nous avertit que nous oublions qu'il signifie également le double des dépenses. Ensuite, l'auteur profite du 3e chapitre pour nous donner en exemple l'histoire de Ray Kroc, l'entrepreneur qui a fait de McDonald's un empire de plusieurs millions de dollars.
Plus précisément, l'auteur nous raconte une anecdote qui s'est produite lorsque Kroc a donné une conférence à des étudiants en commerce. Il leur a demandé très sérieusement quelle était son activité et l'un d'eux a répondu qu'il était de notoriété publique, qu'il travaillait dans le secteur des hamburgers. Kroc a répondu qu'il se trompait. Son métier, c'était l'immobilier. Kiyosaki explique ainsi que le grand génie de Kroc fut de passer de la vente de hamburgers à la vente de restaurants qui lui ont généré des actifs. Il introduit également la différenciation entre la profession, dans le cas de Kroc, vendeur, et l'entreprise, vente de biens immobiliers. La leçon que Kroc a enseignée aux étudiants en commerce est la même que celle que le père riche a transmise à Kiyosaki. Il vaut mieux travailler pour soi que pour les autres. La différence entre les pauvres et les riches réside dans le fait que les premiers dépensent beaucoup alors qu'ils n'ont pratiquement pas de biens. Les riches, quant à eux, attendent d'avoir un patrimoine très solide pour acquérir des biens de luxe. Le chapitre 4, qui vient ensuite, est l'un des chapitres les plus critiqués de Père riche, Père pauvre, en particulier pour le dernier conseil. Kiyosaki déclare que pour lui, les riches devraient payer plus d'impôts, afin que ceux-ci soient répercutés sur les personnes vivant dans la pauvreté. Il explique que la fiscalité a commencé lorsque, en Angleterre et aux États-Unis, les gouvernements ont convaincu la classe moyenne inférieure qu'il valait mieux taxer les riches en fonction de leurs revenus. Le problème, c'est que, voyant ce qu'ils collectaient et qu'ils avaient besoin de plus, ils ont étendu la taxation aux classes moins riches. Cela confirme bien la thèse de l'auteur. Ceux qui ne connaissent pas la finance finissent toujours par perdre, car les riches trouveront toujours un moyen de s'en sortir. Dans le chapitre 5, l'auteur nous explique que, selon lui, la seule raison pour laquelle une personne n'exploite pas son intelligence, c'est le doute. À l'instar de Seth Godin dans La Vache pourpre, Kiyosaki pense que si vous ne prenez pas de risques, vous ne gagnerez pas. Plus précisément, il explique que la peur de perdre empêche l'échec, mais aussi la réussite. D'autre part, développer l'intellectuel financier offrira toujours plus d'opportunités et permettra de distinguer qu'une entreprise ne nous profite pas. Le monde est donc divisé entre ceux qui disposent des informations nécessaires pour accumuler des richesses et s'adapter au changement, et ceux qui n'en ont pas. Cependant, il nous encourage à nous éduquer financièrement pour faire partie du premier groupe. L'auteur explique tout cela comme toujours par des exemples. Il nous explique qu'il a inventé un jeu didactique appelé Cash Flow. Il enseigne aux gens comment gérer leur argent et créer de nouvelles possibilités financières. Le chapitre se termine par une prémisse. Il existe d'autres moyens de s'en sortir que de travailler dur, d'épargner et d'emprunter à la banque. En fait, pour Kiyosaki, épargner, c'est manquer d'opportunités de croissance. Finalement, dans le chapitre 6, Robert raconte une anecdote qui lui est arrivée avec une journaliste. Elle lui a dit que son rêve, c'était d'écrire un best-seller. Lorsqu'il lui a demandé ce qui l'en empêchait, la journaliste lui a avoué que les gens lui disaient toujours que ses romans étaient bons, mais sans plus. Kiyosaki lui a alors conseillé de suivre un cours pour apprendre à vendre, ce à quoi elle a répondu, vexée, qu'elle était déjà allée à l'université et qu'elle avait suffisamment de qualifications pour ne pas finir vendeuse. L'auteur a toutefois ajouté un point. Dans ses notes d'entretien, il avait indiqué avoir écrit un best-seller, mais sans être un bon écrivain, précisément parce qu'il ne l'était pas. Ce qu'il savait faire, c'était vendre. Pour Kiyosaki, il s'agit là d'un nouvel exemple de l'obsession de la spécialisation, en oubliant d'autres compétences, comme les compétences commerciales. Cette journaliste s'est offusquée que l'auteur lui ait dit d'apprendre à vendre, alors que c'est ce dont elle avait besoin pour créer un best-seller. Kiyosaki nous raconte ensuite une dernière anecdote. Ce qu'il s'est passé lorsqu'il a quitté un emploi stable pour s'engager dans la marine. Son père pauvre a dit qu'il ne comprenait pas, puisque l'emploi lui procurait un salaire régulier et d'autres avantages. Son père riche, en revanche, a compris que la marine lui permettrait d'acquérir de l'expérience dans la gestion des troupes, et donc des équipes de personnes, l'une des parties les plus complexes d'une entreprise. Kiyosaki a ensuite décidé de travailler pour la société Xerox, non pas pour le salaire, mais parce qu'il y avait une formation à la vente. Pour Robert, il s'agissait d'un défi, car il s'était toujours considéré comme une personne timide qui avait peur de vendre. Mais c'est son désir d'apprendre qui l'a emporté. En 4 ans, il a surmonté sa peur du rejet et est devenu l'un des meilleurs vendeurs de l'entreprise. Des années plus tard, l'auteur est devenu entrepreneur avec la création de sa première entreprise qui fabriquait des portefeuilles en nylon et en velcro en Orient et les commercialisait à New York. C'est sans aucun doute là qu'il a mis en pratique tout ce qu'il avait appris. Ce qui nous amène aux leçons que nous pouvons tirer de Père riche, Père pauvre. Il y en a 7 au total. Premièrement, comme nous l'avons vu, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Selon l'auteur, l'échange de temps contre de l'argent n'est pas rentable, et il y a une limite puisqu'arrivera forcément un moment où nous ne pourrons plus consacrer plus d'heures de travail et où nous ne pourrons donc plus gagner plus. Le conseil de Kiyosaki est alors le suivant: élargir nos sources de revenus par l'investissement,
boursier, immobilier ou autre, ou le commerce numérique. De cette manière, nous pouvons faire travailler l'argent pour nous. Deuxième leçon, l'importance de l'éducation financière. Kiyosaki nous fait réfléchir sur un point très intéressant. À l'école, on nous apprend à être des employés, pas des entrepreneurs. Le système éducatif manque de contenu sur la finance, ce qui entraîne un manque d'éducation financière. Troisième leçon, ne pas perdre de vue ses propres finances. Bien qu'il soit souhaitable de travailler à son compte, la première chose à faire, c'est d'investir une partie de l'argent de notre travail en tant qu'employé. C'est ce qu'a fait Kiyosaki lorsqu'il travaillait dans la vente d'imprimantes. Le fait de voir ses investissements fonctionner l'a encouragé à vendre davantage et à gagner plus d'argent. Lorsque les revenus de ses investissements ont dépassé son salaire, il a quitté son emploi. Il a ainsi pu cesser de travailler pour les autres et a commencé à travailler pour lui-même. Et a pu se consacrer exclusivement à ses affaires financières. Quatrième leçon, apprendre à connaître les impôts et la façon dont les entreprises les utilisent. Pour Kiyosaki, les impôts et leur fonctionnement sont comme un grand secret, connu uniquement des grandes entreprises. Mais dans son livre, il explique tout à ses lecteurs. Alors que les travailleurs sont imposés sur chaque salaire qu'ils gagnent, les employeurs ont trouvé une faille qui leur permet d'accéder à des déductions fiscales au profit du trésor public. Sa conclusion, c'est qu'en créant une société, nous pourrons déduire des dépenses que nous devons payer en tant qu'individus. Cette leçon a suscité beaucoup de critiques, car l'auteur semble nous encourager à frauder et à spéculer, principalement dans l'achat et la vente de biens immobiliers. Leçon numéro 5, les riches inventent l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel pour les riches, et c'est ce que Kiyosaki veut nous faire comprendre. Il explique que ce que fait la classe supérieure, grâce à ce qu'elle sait et comprend de la finance, c'est de détecter où se trouvent les bonnes affaires et de les suivre. On peut y parvenir en reconnaissant les opportunités, en obtenant un financement si besoin, en s'entourant de personnes à qui il sera possible de déléguer des tâches, et en acceptant le risque. Leçon numéro 6, l'importance de travailler pour apprendre et pas seulement pour le salaire. Il ne faut pas choisir un emploi uniquement en fonction du salaire que l'on reçoit chaque mois. Il faut tenir compte des autres avantages qu'il peut apporter. Par exemple, l'auteur a lui-même accepté un poste non pas parce qu'il était particulièrement bien rémunéré, mais parce qu'il offrait une bonne formation à la vente. Le changement de mentalité, c'est lorsque nous commençons à comprendre et à valoriser le travail comme une plateforme pour améliorer nos compétences, même celles qui ne font pas partie de notre profession, mais qui peuvent nous être utiles à l'avenir. Par exemple, apprendre la comptabilité ou le droit du travail. Et enfin, comme cela nous est répété un peu tout au long du livre, il est important de prendre des risques. Kiyosaki insiste sur le fait que les personnes fortunées savent qu'elles peuvent perdre de l'argent en investissement. Reconnaître cette possibilité dans le cadre de l'éducation financière fait partie du processus. Les pauvres, quant à eux, n'investissent pas au cas où, évitant ainsi l'échec mais aussi le succès. Si l'on a reçu une éducation financière, l'auteur insiste d'ailleurs sur le fait que ce n'est pas suffisant, ni souhaitable de tout laisser entre les mains d'un seul investisseur. Il est possible d'investir dans une stratégie à long terme. La tranquillité d'avoir son argent à la banque n'est pas réelle. Vous devez toujours accepter le risque de l'investissement. Et puis au-delà des 7 leçons de Père riche, Père pauvre que nous avons compilées, l'auteur nous laisse avec d'autres idées et concepts intéressants. Parmi eux, il nous propose une définition intéressante de ce qu'est la liberté financière, c'est-à-dire avoir suffisamment de revenus passifs pour nous permettre de vivre sans devoir aller travailler. Il y a la nécessité de laisser derrière soi l'arrogance, la peur, le cynisme, la paresse et les mauvaises habitudes qui nous empêchent d'être riches. Il faut chercher une raison qui nous fait désirer d'accumuler des richesses. Ou bien encore, nous dit-il, le luxe qui n'est pas nécessaire doit être acquis avec des actifs et jamais avec des passifs. Et c'est tout pour cet épisode dédié à Père riche, Père pauvre. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.